J'ai été professeur pendant toute ma carrière, pendant une quarantaine d'années, professeur de mathématiques, dans le secondaire, c'est-à-dire en collège et en lycée. Depuis que je suis à la retraite, j'occupe mes loisirs à faire ce que j'aime bien, ce que j'aime toujours, la discipline que j'ai enseignée, sous la forme d'aide aux devoirs. Peut-être faut-il préciser aussi que pendant ma carrière, j'ai eu des responsabilités syndicales. J'ai participé pendant un certain temps au secrétariat national de mon syndicat, au groupe pédagogique mathématique. Il faut replonger peut-être dans la tendre enfance. Bon, j'étais une bonne élève, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de constater que, alors qu'il est pratiquement impossible d'avoir des notes parfaites en français, que j'aimais bien aussi, ainsi que le latin, ainsi que toutes les disciplines littéraires, mais en mathématiques, c'était simple. Il suffisait de comprendre et c'était parfaitement logique. Et c'est cet amour de la logique qu'il m'a plu de transmettre, de vouloir transmettre, parce que c'était là, dans une certaine mesure, que se trouve la perfection de l'esprit, si vous me permettez cette expression. Ma matière préférée, c'est les maths et l'anglais. C'est nul les maths. Le français, c'est pas mieux. Si vous entendez dire qu'un bébé pèse 3 grammes, qu'une porte mesure 2 cm, ou qu'une récréation dure 20 heures, ou que ce même bébé pèse 3 litres, ne soyez pas surpris. C'est ce que j'apprends chaque année lorsque je corrige les évaluations de mes élèves en début d'année. Les difficultés qui ont lieu maintenant et que nous constatons dans les évolutions des élèves, c'est un rabougrissement des programmes qui entraîne que les élèves ont des difficultés, non pas qu'on leur en enseigne trop, je dirais que c'est le contraire, on ne leur en enseigne pas assez et l'enseignement est désagrégé, il est désorganisé de telle sorte que les élèves ne comprennent plus très bien le fil conducteur de ce qu'ils doivent apprendre. Et donc, c'est une des causes, pas la seule, c'est vrai, des difficultés qu'éprouvent les élèves maintenant et qui se mesurent, hélas, beaucoup trop, de façon alarmante, par les tests internationaux, par exemple, du genre PISA. Alors depuis l'an 2000, tous les 3 ans, l'Organisation de coopération et de développement économique publie ses classements qui évaluent la qualité des systèmes d'éducation dans 65 pays. Donc, le dernier classement en date a été publié fin 2013. Il fait l'état des lieux en matière d'éducation en 2012. Avant d'en parler avec nos invités, on va pouvoir le constater. Le système éducatif français se serait dégradé ces dernières années, s'il faut en croire ces classements. En sciences, la France se classe 26e, en lecture 21e et en maths 25e. Les élèves ont de la difficulté à comprendre le cursus logique de ce qu'ils ont à traiter. Ça rejoint ce que je disais avant sur la dégradation des programmes. Ils ont du mal aussi à pratiquer un calcul rapide, ce qu'on attendait jadis des capacités de calcul mental, qui ne sont plus beaucoup pratiquées à l'école, qui ne sont plus beaucoup mises en valeur. Question politiquement concrète. On va être très concret, Luc Châtel. On va ouvrir notre cahier d'évaluation des élèves de CM2. D'accord ? Allez, amusons-nous. 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets ? 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets ? Donc 10 objets au total, 22 €. 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets ? C'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CM2. Ça fait 16,50 ? Non.
Eh non, 10 objets identiques 15. coûtent 22 €. Combien coûte 15 de Si ces vous objets? divisez, Ça fait 33 €. Elles ne les ont pas corrigés, c'est le contraire. Pour diverses raisons, à la fois une question d'organisation horaire des cours et l'organisation même des programmes où ils sont de plus en plus lacunaires. Et si vous donnez un enseignement qui, sous prétexte d'aider les élèves en difficulté, supprime toute la cohérence de l'enseignement, il ne leur reste plus que des bribes par-ci par-là, entre lesquelles ils ne peuvent pas faire de lien, et donc les difficultés s'aggravent. Mais ce qui frappe à la lecture de cette étude, c'est que la France est désormais championne absolue dans un domaine, le creusement des inégalités. Ainsi, le lien entre les performances scolaires et l'origine socio-économique des élèves est plus marqué qu'ailleurs. Ce facteur joue à 22% sur les notes obtenues, contre 15% dans les pays de l'OCDE. Certainement pas. Vous avez entendu parler dans les médias de critiques importantes qui ont été faites aussi bien par l'Académie française, l'Académie des sciences, diverses personnalités de tous ordres qui se sont indignées. Essentiellement d'ailleurs, les indignations qui sont passées surtout dans le public concernent surtout le français, les langues, le latin. Elles ont tout à fait lieu d'être. Et je sais par expérience de professeur de mathématiques que le contenu des mathématiques est moins accessible au public, ce qui fait que les critiques publiques qui ont été faites ont porté beaucoup plus sur les enseignements littéraires que sur les enseignements scientifiques, qui sont aussi gravement touchés, sinon plus. 8000 collégiens de 3e ont été passés au crible, soumis aux mêmes exercices que les élèves du même niveau il y a 6 ans. Résultat, le pourcentage des élèves faibles augmente de 15 à 19% quand celui des bons perd 3 points. Les parents confirment, les maths, c'est difficile. Depuis le CM2, je pense, il a commencé à avoir des difficultés. Le CM2, oui. Et en 6e, il s'accroche, mais c'est un peu difficile, oui. Un élève sur 5 n'est pas capable de traiter des exercices de niveau CM2, comme celui-ci. Si dans une librairie, vous achetez autant de livres que de magazines. Les magazines coûtent 2 €, les livres 6 €, le total est de 40 €. Combien de livres a-t-on acheté? Seuls 59% des élèves ont répondu correctement, 5 livres. Si on prétend lutter contre les difficultés des élèves en faisant des programmes qui ont de plus en plus de trous, de lacunes, comme je disais, c'est certain que ça va s'aggraver. Je comprends bien que pour les familles, c'est la question essentielle, parce que les causes institutionnelles, politiques, ils se disent peut-être avec toutes les larmes de leur corps que c'est grave, mais immédiatement comme parents, leur responsabilité étant évidemment de savoir quoi faire pour leurs enfants, de sauver leurs enfants, je comprends très bien que pris à la gorge comme ça, ils se disent quoi faire, sachant que il est difficile d'attendre de l'institution elle-même qui touche aux politiques d'améliorer, puisque la preuve est faite, hélas, que ce qui est fait de ce côté-là aggrave plutôt. Alors, que faire ? Cette plateforme en ligne, elle est extrêmement importante. Il s'agit d'instruire, il s'agit de rendre aux parents ce que l'école n'a plus l'intention du tout, depuis de nombreuses années, depuis 30 ou 40 ans maintenant, d'enseigner aux enfants. Parce que certains procèdent d'idées qui sont fausses, qui sont, comment pourrait-on dire, à côté de la plaque. On a beaucoup parlé dans le public de l'apprentissage de la lecture syllabique ou globale. Ce sujet est beaucoup mieux connu, pour la raison que j'ai dit avant. Ce qui touche à la lecture et à l'aspect littéraire est peut-être plus facilement compréhensible. S'éloigner de ces programmes parce qu'il y a des erreurs de conception théorique.
On reprend tout simplement ce qui était pratiqué autrefois, hein. On n'a rien inventé, c'est-à-dire que jusque vers les années 70, dès le CP, on apprenait les 4 opérations. C'était très intéressant parce que c'est pareil, c'est un peu comme en conjugaison. On comprend l'addition en travaillant la soustraction, on comprend la soustraction en travaillant l'addition, on comprend la multiplication par rapport à la division et réciproquement. Tout ça fonctionne ensemble, ça va de pair. Or, depuis quelques décennies, on nous a dit, eh bien non, c'est trop difficile. Donc on va séparer les choses, on va faire l'addition pendant des mois et des mois, après on passera à la soustraction, jusqu'à reporter l'étude de la division en CM2, quoi, début CM2. Ce qui a abouti au fait que les enfants, chez les grands en CM, ont du mal à choisir entre l'opération, tout simplement, quand ils ont un problème à faire, parce que ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris. Ils ne savent pas choisir entre l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Si on leur donne un problème dans lequel on doit utiliser les 4 opérations, ils sont perdus. Essayez de faire comprendre simplement que, par exemple, l'apprentissage de la numération et l'apprentissage des opérations vont ensemble. Ça va de soi quand on réfléchit simplement à la façon dont sont constitués les nombres. 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3, etc. C'est-à-dire que l'addition est fondamentalement incluse dans la construction de la somme des nombres. Personnellement, je sais toujours pas faire une division. Je suis en bac et j'ai beaucoup de mal à faire une division. Les seuls moyens que j'ai de faire le résultat, c'est une calculatrice. L'expérience a montré dans les programmes anciens qui concernaient nos ancêtres, parce que les grands-parents n'étaient pas encore là, le programme de 1902 se proposait, c'était explicitement dans le programme pour les enfants de l'école primaire, les enfants du peuple, l'école de Jules Ferry. Au CP, on enseignait dès le CP la numération jusqu'à 100 et les 4 opérations au CP. On peut très bien montrer que les parents peuvent s'en occuper. Souvent déjà, d'ailleurs, ils le font. Ils le font, mais avec la hantise de nuire à leurs enfants en disant « la mode a changé, je n'ai pas très bien suivi les progrès, etc. » Et le premier travail à faire, c'est de leur dire, pour des programmes de l'école primaire, oui, vous pouvez. Oui, c'est facile. D'ailleurs, vous, quand vous étiez élève, vous l'avez fait. Rappelez-vous, vous n'étiez peut-être pas un excellent élève, d'accord, mais vous l'avez appris mieux que maintenant. Si vous aimez vos enfants, encore une fois, je n'ai nullement l'intention de culpabiliser qui que ce soit, au contraire. Hein. C'est le contraire qu'il faut faire, c'est rendre aux parents leur espoir, leur dignité de parents, leur devoir de parents, et je pense qu'on peut faire quelque chose avec les parents. Oui, c'est une des formes originales qu'il faut essayer. Nous espérons que les parents viennent, qu'ils posent des questions, qu'ils n'hésitent pas, surtout pas, à poser des questions, à demander des précisions sur la méthode. Et cette formation, dans laquelle nous le souhaitons vivement, les parents viennent, écoutent, ne se contentent pas d'écouter, mais posent des questions afin d'avoir toutes les précisions qui sont souhaitables, encore une fois, dans l'intérêt des enfants.